C'est assez paradoxal, c'est-à-dire que les gens sont prêts à mettre $200, $250 dans l'abonnement d'une box de CrossFit, mais à côté de ça, le pays a pas mal de problèmes d'obésité. Ils n'avaient pas peur de faire payer plus cher, mais aussi de le justifier par un service plus pointu. C'est-à-dire que moi, la salle où j'étais, pour qu'un adhérent rentre dans un WOD avec tout le monde, il devait faire 1 mois de fondation. Avoir la démarche scientifique sans tomber dans le scientisme. C'est-à-dire sans tomber dans la science comme une religion. Ok, j'ai appris ça en cours, donc c'est forcément comme ça. Ce qui domine, et tu ne peux pas le contester, c'est le résultat. C'est-à-dire que ce qui marche, c'est celui qui fait ce qui marche, c'est celui qui gagne. C'est parce que t'es pas dans le monde du CrossFit, ça. C'est parce que t'es pas français. Parce que le français est râleur. Ok Ruben, on est live, bienvenue sur le podcast, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ouais, bien, un plaisir de t'accueillir. Donc ça fait un petit moment qu'on échange sur les réseaux pour essayer de caler ce podcast, on y arrive enfin. Ouais. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bien sûr, bien sûr. Je m'appelle Ruben Valero. J'ai 25 ans, presque 26. Je suis coach de CrossFit, évidemment, à CrossFit Castel dans les Bouches-du-Rhône. Donc, je suis originaire d'Avignon. Pour faire simple, sur ma formation, j'ai fait une licence STAPS entraînement sportif à Montpellier, à l'Université de Montpellier, au l'UFR STAPS de Montpellier. À l'UFR STAPS de Montpellier, où j'ai suivi donc le parcours spécifique qu'on appelle le parcours force, où l'on passe, en plus de la licence, des brevets fédéraux de moniteur de la Fédération française d'haltérophilie et de force athlétique, ce qui était une belle plus-value. C'est des sports que tu as pratiqués, toi? Alors oui, si tu veux, quand je suis allé à la fac à Montpellier, j'ai fait ma première année dans ma ville natale à Avignon. Et il n'y avait pas de filière entraînement sportif. Je ne sais pas comment ça marche en Suisse, mais en tout cas en France, tu as STAPS, filière éducation motricité, c'est pour les profs d'SES. La filière APA, c'est pour activité physique adaptée, donc c'est pour ces publics adaptés, donc handicapés, EHPAD, personnes âgées, etc., obèses, etc. Management sportif ou entraînement sportif qui est plus préparation physique et entraînement, quoi. L'aspect entraînement. Du coup, cette filière-là n'était pas à l'université où j'étais dans ma ville natale. Je suis parti à Montpellier. Et quand je suis parti à Montpellier, je voulais faire du CrossFit. Enfin, j'avais découvert le CrossFit, si tu veux. Je faisais du MMA. J'en ai fait de mes 16 à mes 20 ans. J'ai fait des combats amateurs. J'étais parti même à l'étranger faire un combat en cage, etc. J'ai fait à peu près 10 combats, dont 8 de pancrace. Donc, ce qu'on appelle pancrace en France, c'est sans les coups au sol. Et MMA, 2 de MMA avec les coups au sol en cage, etc. Et du coup, à travers le MMA, j'avais découvert le CrossFit parce qu'à l'époque où je faisais du MMA, j'étais ado, je regardais les vidéos sur YouTube de prépa physique de combattants, etc. Et un jour, je suis tombé sur une vidéo de Rich Froning. C'était la finale des Games de 2013 où le WOD, c'est des pistoles avec une kettle en forme de crâne, là, ou je ne sais plus exactement c'est en forme de quoi, avec du handstand walk, et après il y a des ring muscle up, un truc comme ça, et ça m'avait subjugué. Et je trouvais ça trop stylé, et du coup j'avais découvert le CrossFit comme ça. J'avais regardé si à Montpellier il y avait des salles, et il y en avait 2 à l'époque. Bon, maintenant il y en a beaucoup plus évidemment, c'était en 2015. Et du coup, quand je suis arrivé à Montpellier, je suis allé m'inscrire dans une salle de CrossFit. Donc, c'est là que j'ai commencé à pratiquer évidemment l'haltéro, force athlétique. En parallèle, j'en faisais à la boxe, au CrossFit et à la fac parce qu'on passait les brevets fédéraux. En deuxième année, on nous faisait passer les BF1, donc brevets fédéraux d'initiateur à l'haltérophilie et à la force athlétique. Et en troisième année, les BF2, moniteur, donc presque entraîneur, quoi. Voilà. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question par rapport à la pratique de l'haltéro. Oui, je te laissais continuer sur ok, ta ok. formation. Mais du coup, sur le parcours, ok. Et du coup, j'ai fait ma licence STAPS à Montpellier. Le parcours force en troisième année où j'ai passé mes brevets fédéraux, etc. Disons que la licence à Montpellier, elle est assez réputée, entre guillemets, dans les STAPS entraînement sportif parce qu'on a des profs chercheurs qui sont assez bien, qui sont assez calés, et on a des chercheurs qui font de la recherche justement sur ce qui est filière énergétique, les lactates, etc. Nous, dès la deuxième année, on avait un prof qui s'appelle Guillaume Pi, qui faisait un cours sur le lactate. Et je me souviens, on avait un partiel à la fin du premier semestre. Et tous les élèves qui employaient le mot acide lactique, il avait fait exprès de leur mettre moins de la moyenne parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait d'élèves diplômés de Montpellier qui disent acide lactique.
Donc, c'était un peu l'esprit, tu vois, à l'époque. Moi, c'est toujours le cas, il est toujours ce prof. Ouais. Et disons que la formation, elle était de qualité parce qu'on avait ça et on avait aussi l'aspect haltérophilie et force athlétique qu'il n'y avait peut-être pas dans d'autres facs, dans d'autres entraînements sportifs. Mhm. C'était une plus-value. Disons que j'avais en parallèle l'aspect universitaire avec ces formations et, disons, l'esprit universitaire de préparation physique, etc. Et en parallèle, à la boxe, l'esprit CrossFit avec, on va dire, le chamboulement, entre guillemets, de… Je ne sais pas si c'est vraiment un chamboulement, mais disons qu'il y a eu des changements d'idées dans l'idéologie. Ça a apporté quelque chose de plus, le CrossFit, dans la préparation physique. Et Mhm. du coup, j'ai eu les deux. Et ça a été une assez bonne plus-value. Ensuite, une fois que j'ai fini ma licence, j'hésitais entre master ou partir à l'étranger. Finalement, je n'ai pas pu faire de master. Je suis parti au Canada, à Calgary. Donc, Calgary, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans l'Alberta. C'est plutôt côté vraiment ouest. Donc, il y a Vancouver et la Colombie-Britannique. Et c'est l'État juste à côté, c'est dans les Rocheuses. Et je suis parti là-bas. Enfin, j'ai trouvé un job sur Indeed, bêtement. Voilà, je cherchais un job. J'ai envoyé des CV sur Indeed, machin. Un jour, une owneuse d'une box m'a contacté. Elle avait vu que j'avais les BF2, ça l'intéressait, etc. Enfin, les brevets fédéraux d'haltérophilie, etc. On a fait un Skype, on est rentré en contact et j'ai fait les demandes de visa. J'ai pas eu le visa vacances-travail. J'ai eu le visa jeune professionnel parce que j'avais trouvé un poste. Euh, mais le problème du visa jeune professionnel, c'est que j'étais vraiment rattaché à mon patron. Et du coup, j'ai décidé quand même de partir. Pardon, Euh, pour revenir là-dessus, pourquoi tu as décidé de partir au Canada et pas trouver une box en France dans laquelle tu pouvais potentiellement coacher, te former, etc. alors, le temps que je parte, parce que disons que j'ai fini ma licence en juin 2018, oui, c'est ça, juin 2018. Mhm. Et je suis parti en mars 2019. Et le temps que Ouais. je parte, je travaillais dans une box. Je coachais des cours de CrossFit classiques dans une box à CrossFit Bayargues, à côté de Montpellier. Mhm. Et j'avais envie de découvrir autre chose. J'avais envie de voir comment c'était, parce que disons que depuis que je faisais le CrossFit, je regardais toutes les vidéos des chaînes YouTube et des organisations qui pouvaient exister, que ce soit comme Train, TTT, Westside Barbell, Barbell Shrugged, j'avais poncé tous les épisodes. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce que tu fais. Merci. Je ne sais pas si toi aussi tu regardais Barbell Shrugged à Ouais, l'époque. moi aussi, c'était les débuts, hein. C'était ça. Ouais. Il y avait OPT à l'époque aussi, Ouais. avant que ça Alors, tourne en OPEX. Pour- Ouais. justement, pour la petite anecdote, à Calgary, donc Ouais. James Fitzgerald est originaire de Calgary et lui et son frère avaient fondé OPT à Calgary. Mhm. James est parti dans l'Arizona à fonder OPEX et son frère est resté et il y avait toujours OPT à Calgary et j'allais m'entraîner là-bas. Et c'était grave cool. Et Le monde est petit. ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, ouais, Barbell Shrugged, d'ailleurs, une fois, il y avait Mike Bledsoe qui avait créé le podcast, qui était venu à la boxe où j'étais quand j'étais encore étudiant et j'étais comme une groupie alors que personne ne le connaissait. Tout le monde était. Il y avait Brooke Hens qui était venu, tout le monde était sur Brooke Hens et moi j'avais pris une photo avec Mike Bledsoe. Bon, voilà, en mode geek, tu vois. Et du coup, ouais, quand j'étais étudiant et que j'ai commencé le CrossFit et tout, j'avais regardé tous les trucs inimaginables qu'on pouvait regarder et ça m'avait donné envie d'aller voir. Mhm. Ça m'avait vraiment donné envie d'aller voir. Et du coup, les États-Unis, pour en rentrer, c'est très compliqué. Pour aller travailler, avoir une green card ou quoi, c'est assez compliqué, surtout sous administration Trump. Du coup, je me suis dit Canada. C'était soit Canada, soit Australie. Et j'avais choisi Canada parce que c'était l'Amérique du Nord et que le CrossFit, c'était parti de là-bas, quoi. Est-ce que tu as vu, en arrivant là-bas, étant donné que tu avais déjà quelques mois de coaching ici en France, une fois que tu es Mhm. parti au Canada, qu'est-ce que tu as vu comme grosse différence dans la façon de faire, la façon d'aborder Ouais. l'entraînement, surtout côté CrossFit, vu que c'est le monde dans lequel tu étais plongé à ce moment-là? Ouais. Bon, déjà, première différence, pour la petite anecdote, moi je suis issu de la Provence, du sud de la France. Chez nous, en mars, il fait déjà 20 degrés. Je Mhm. suis arrivé là-bas en mars, il y avait de la neige encore, la rivière était gelée. Bon, déjà, c'était le premier choc, tu vois. Ensuite, la deuxième chose, c'est que quand je suis arrivé là-bas, ma patronne, elle m'a dit, bon, mais écoute, tu vas être le morning guy, le mec du matin. Et le premier WOD que tu vas coacher, il va être à 5h30 du matin. Et tu vois, pour moi, je savais que ça existait, mais je ne pensais pas que vraiment, à 5h30 du matin, il y allait avoir 15 personnes, Mhm. dont 50% des mères de famille. Et il y avait certains matins, c'était, tu vois, parce que la programmation de la salle où j'étais, ça ressemblait beaucoup à ce que faisait CrossFit.com.
Ok. Et je me souviens, un matin, il y avait 5x5 bench press, as heavy as possible. Et à 5h30 du matin, tu avais 7 mères de famille qui étaient venues faire du bench press, tu vois. Ouais. Et, euh, et je me souviens, ben, c'était une des grosses diffs que j'avais vues par rapport à la France au niveau culturel de l'approche du fitness. Je ne vais pas dire que, oui, au Canada, ils ont une autre culture du sport. Bon, c'est vrai, certes, mais paradoxalement, ils ont des plus gros problèmes d'obésité. Donc, c'est assez paradoxal, c'est-à-dire que les gens sont prêts à mettre $200, $250 dans l'abonnement d'une box de CrossFit, mais à côté de ça, le pays a pas mal de problèmes d'obésité. Mais en tout cas, c'est une des différences que j'ai vues, c'est que déjà sur l'aspect développement, c'est-à-dire la box où j'étais, c'était une box qui était ouverte depuis 5 ans, en 2019, et c'était une box jeune comparée à là-bas. Alors qu'ici en France, une box qui avait 5 ans en 2018, c'était une box vieille. Ça faisait déjà longtemps que c'était ouvert à échelle Mhm. française. Mhm. Et puis, j'ai vu des box, par exemple, qui étaient ouvertes depuis 10 ans. En 2018, une box qui était ouverte depuis 10 ans, c'était très rare. Je me souviens, c'était CrossFit Calgary. Et les coachs, c'était… alors ça, c'est un truc qui n'existe pas en France. À CrossFit Calgary, les coachs, il n'y en avait aucun qui était professionnel. C'est-à-dire qu'ils étaient tous soit pompiers, soit quelque chose d'autre, et qui coachaient en plus comme un second job ou quelque chose en plus dans Mhm. la salle. Donc ça, c'était une autre différence que j'avais vue là-bas. Donc, Et toi, puis, tu étais un des premiers qui arrivait et qui allait bosser à temps plein en tant que coach, du coup? alors, il y avait déjà des coachs à temps plein, mais Mhm. dans la salle où j'étais, on était 4 coachs, et j'étais le seul qui était à temps plein. Les autres, ils étaient à mi-temps. Et il y en avait un qui avait déjà un job et qui faisait ça le soir, certains soirs de la semaine. Il y avait une autre coach qui faisait que les soirs et qui, à côté de ça, faisait des coachings d'entreprise ou des coachings privés, etc. et qui vivait comme ça. Ouais. Mais moi, j'étais le seul qui était en full time. Je faisais le matin, je faisais 5 heures du mat, 13 heures tous les jours. Donc ça, c'était le premier choc aussi. Et puis aussi, là-bas, disons que la salle où j'étais, il faisait la différence entre beaucoup plus prononcé. Ça commence à venir en France ou en Europe, mais entre le CrossFit, la méthode, le CrossFit pour lutter contre la décrépitude, être en meilleure santé, Mhm. lutter contre les maladies chroniques, etc. Et CrossFit, le sport. C'est-à-dire que tu allais dans la box où je travaillais, c'était des familles, des mères de famille, des gens qui avaient un full-time job et qui venaient le soir, qui venaient faire leur heure de fitness pour être en bonne santé. Et à côté de ça, tu avais la salle de Michael Fitzgerald au Petit, où tu avais tous les coachs de la ville et de la région, tous les athlètes qui s'entraînaient dans une salle de 200 mètres carrés. Chacun faisait sa programmation perso parce qu'ils avaient tous un coach, évidemment. Mhm. Un remote coach, un coach à distance avec une programmation perso. Bon, souvent, le coach, c'était au Petit. Mais il y avait quand même, même s'il n'y avait pas de groupe classe comme dans les autres salles, il y avait quand même cette énergie de la salle de CrossFit, tu vois. Et tout le Mhm. monde s'encourageait. Quand il y en avait un qui faisait une série de front squat lourd, les autres l'encourageaient. Quand il y en avait un qui faisait un metcon, il y avait quand même cette énergie, cette émulation. Et même si en France, il y a certains owners qui pensent que le free access, c'est mauvais et que ça réduit l'aspect de groupe et de communauté, ben, là, ça, c'était la preuve qu'en fait, on peut faire les deux Ouais, ouais, et avoir quand même l'aspect communauté. pour moi, c'est un des trucs les plus intéressants que j'ai vu. Et si un jour j'ouvre ma propre salle, ce serait avec l'intention d'évoluer vers ce modèle-là que OPEX utilise notamment, que Ouais. TTT utilise également. C'est, comme tu l'as dit, c'est un environnement collectif, mais avec des programmations individualisées, ce qui est en fait le meilleur des deux mondes. Parce qu'en même Oui, temps, tu as l'aspect communautaire, mais en même temps, tu as l'aspect individuel qui est primordial si tu veux, surtout à plus haut niveau, si tu veux pouvoir continuer à avancer et performer. Tu peux pas simplement suivre crossfit.com et progresser une bien fois que tu as sûr. atteint un certain Bien niveau, sûr. quoi. Et de l'autre côté, si tu as un job à plein temps ou que tu es une mère de famille et que tu as juste envie de maintenir ta forme ou l'améliorer et pouvoir jouer avec tes enfants ou peu importe, c'était souvent les clients que j'avais dans la salle où je travaillais, c'était souvent ça. C'était des gens qui voulaient continuer à pouvoir jouer avec leurs enfants ou au hockey, parce que là-bas ils jouent au hockey, pas au foot. Mhm. Ils allaient faire leur heure de crossfit pour justement garder la forme. Et de l'autre côté, tu avais au pitié pas l'opposé du spectre, quoi. Mhm. Et En, c'était intéressant. en termes de la profession de coach en elle-même, Mhm. si on parle de professionnalisme, qu'est-ce que tu as pu découvrir là-bas que tu as peut-être essayé de ramener en France quelles sont les grosses différences que tu as vues à ce niveau-là et où tu penses qu'il peut y avoir encore un potentiel d'amélioration de notre côté de l'Atlantique? Euh, la première chose, c'était chacun se spécialiser dans la chose où il était bon. Mhm. Alors,
Par exemple, Michael Fitzgerald et ses coachs, ils étaient plusieurs. Ils avaient tous leur bureau et ils avaient leur bureau où ils venaient consulter. Par exemple, quand ils avaient un nouveau client, ils faisaient une consultation de 60 minutes ou de je ne sais plus combien de temps. Ils discutaient avec lui, ils voyaient tout ce qui était possible, imaginable pour que la programmation soit la plus individualisée possible. Et de l'autre côté, la salle où je travaillais, c'était vraiment axé sur, par exemple, on avait un dossier avec une fiche sur chaque adhérent et sur la fiche, on savait exactement tout ce qu'avait eu l'adhérent en termes de santé, c'est-à-dire s'il avait été opéré, s'il avait des problèmes, s'il avait été enceinte, si elle avait été enceinte, Mhm. quand, etc., pour que vraiment ce soit axé sur développer sa santé. Et chez OPT, ils faisaient ça pour développer tout simplement, pour que l'entraînement soit le plus personnalisé possible et le plus pointu pour qu'il soit le plus performant possible. Et du coup, il y avait chacun se spécialisait un petit peu dans son truc. Mais il y avait quand même cet aspect de prendre le temps. Alors, ils n'avaient pas peur de faire payer cher. Après, le niveau de vie là-bas n'est pas le même, les salaires ne sont pas le même et tout est plus cher qu'ici, etc. Donc, les salaires sont aussi plus élevés évidemment. Mais ils n'avaient pas peur de faire payer plus cher, mais aussi de le justifier par un service plus pointu. C'est-à-dire que moi, la salle où j'étais, euh, pour qu'un adhérent rentre dans un WOD avec tout le monde, il devait faire 1 mois de fondation. C'est-à-dire que pendant 1 mois, ils venaient 2 fois par semaine. Ils avaient une séance d'1 heure où ils n'étaient que 3 maximum, ou je crois que c'était 5. Un coach pour 5. Et pendant 1 mois, 2 fois par semaine, tu avais une séance où ils voyaient le squat. Tu avais une séance où ils voyaient le front squat. Tu avais une séance où ils voyaient le strict press. Après le push press, le beat swing, toast to bar, avec un petit metcon à la fin. Et chaque séance était sur un mouvement fondamental du CrossFit. Et tant qu'ils n'avaient pas fait leur mois de fondamentaux, 1 mois, ça peut paraître long. Si tu dis à un client aujourd'hui dans une box en France, bon, ben avant de rentrer dans le WOD, il faut que tu fasses 1 mois de fondamentaux, il va dire attends, mais je paye 70 € par mois, je fais pas ce que je veux. Là-bas, ils n'hésitaient pas à expliquer voilà, tu vas faire les 1 mois de fondation. Au moins, quand tu rentres dans le WOD, tu connais tous les mouvements, la qualité, le coach, ce sera plus facile pour lui, donc il pourra se concentrer sur d'autres choses plus pointues, etc., etc. Donc le service était vraiment beaucoup plus développé sur cet aspect-là. Et avant de faire prendre un abonnement à l'adhérent, on lui faisait faire 1 heure de consultation, enfin 1 heure de test. En gros, on le prenait 1 heure et on le faisait ramer, voir comment il ramait. On lui corrigeait sa technique au rameur, on voyait les fondamentaux de la technique au rameur, ce qui est très rare en France dans les box. Il y a des box qui le font, heureusement, mais ça reste rare. Faire de la technique au rameur, ça reste très rare. On lui faisait faire une planche, une gainage planche classique pour voir combien de temps il tenait, pour voir à peu près son niveau de fitness sur son contrôle du tronc, Mhm. du caisson abdominal, etc. On lui faisait faire les positions basiques holo, arc. On lui faisait faire un squat, des strict press. Voilà, beaucoup de mouvements pour voir à peu près quel était son niveau de fitness. On remplissait la fiche, on discutait avec lui. Est-ce que tu as été opéré? Est-ce que tu t'es fait des blessures? Quel sport tu as fait? Etc. Vraiment 1 heure où il est tout seul avec un coach. Donc forcément, il fallait payer le coach, donc le service était plus cher. C'est-à-dire qu'on facturait la première heure, je ne sais plus combien c'était, on facturait les fondamentaux et après il partait sur un abonnement. Donc ça, c'était quelque chose qui était que j'avais jamais vu avant. Les seules fois où j'avais vu des fondamentaux dans des box de CrossFit, c'était à Montpellier, où c'était 3 heures. Souvent, c'est 3 heures les fondamentaux, 1 heure pour chaque famille de mouvements, 1 heure pour le press. Comme au level 1, en gros, 1 heure pour le Mhm. press, 1 heure pour le deadlift, 1 heure pour le squat. Là, Mhm. c'était carrément 1 mois, quoi. Donc ça, c'était assez différent de la France. Ouais. Et quand tu es revenu en France par la suite, est-ce que tu vois ça comme étant quelque chose qui se développe gentiment au sein des box de CrossFit? Et je ne sais pas si on peut même étendre ça à d'autres types de salles ou de fitness. Mais est-ce que tu as l'impression qu'on rattrape un petit peu notre retard sur ce qui se passe en Amérique du Nord à l'heure actuelle? Ben, oui. Bah, si par exemple, là aujourd'hui, on est là et on discute avec un podcast avec plein d'invités, j'ai envie de dire oui. Ça me donne envie de dire oui. Euh, Après, je pense qu'en France, il y a encore de la place pour pas mal de box avant que l'aspect concurrentiel augmente la qualité vers le haut. Parce que Mhm. c'est quelque chose on va dire, c'est quelque chose de nécessaire si on veut une concurrence saine, c'est nécessaire pour que toutes les box de CrossFit, tous les coachs de CrossFit progressent. Après, il y a un aspect qui est un peu gênant à mon sens, c'est que dans le métier de coach ou préparateur physique, que ce soit coach de CrossFit ou le métier du fitness en Europe, enfin en France plutôt, parce que je ne sais pas comment c'est en Suisse,
mais il y a un certain manque de corporatisme. Qu'est-ce que tu veux dire C'est-à-dire par ça? que, c'est-à-dire que si on compare, par exemple, le métier de coach et le métier de kiné, les kinés entre eux, il y a un certain corporatisme. C'est-à-dire que il y a des conventions de kinés, il y a une association de kinés, parce qu'il y a un corporatisme dans la profession, comme les médecins, etc., ils ont réussi à obtenir, par exemple, le fait d'être remboursé par la sécurité sociale en France, puisque ce n'est pas le cas dans d'autres pays d'Europe. Mhm. Ils ont réussi à obtenir, on va dire, une certaine valorisation dans la société. C'est-à-dire que quand tu es kiné, dans la société, c'est quelque chose de valorisé. Et ça, ils l'ont obtenu grâce à leur corporatisme. Alors qu'au niveau du coaching, des coachs, disons que ça se tire beaucoup dans les pattes, un peu trop. Et c'est dommage parce que du coup, on perd du temps à se tirer dans les pattes plutôt que d'être tous unis pour l'intérêt commun, on va dire, de la profession Mhm. et pour progresser, pour avancer vers l'avant. Ouais, Après, j'ai je suis désolé de te couper. pas de Je soucis. me permets de te couper parce que je pense que c'est un point que tu amènes qui est très, très, très important à mon sens. On en parlait récemment avec un collègue, Guillaume. Si tu écoutes ça, tu te reconnaîtras, Guillaume. Ok. Et je pense que c'est un aspect qui est super important dans le sens où, comme tu l'as dit, il faut qu'on se tire tous vers le haut Mhm. plutôt que de passer son temps à tirer les autres vers le bas. Et Oui, pour faire en sorte que, comme tu as dit, simplement pour que la profession en tant que telle soit reconnue pour ce qu'elle est et oui. qu'elle soit valorisée à hauteur de ce qu'elle apporte aux gens dans leur vie de tous les jours, niveau santé, et sur tous les aspects, physique, mental, etc. Euh, est-ce que tu as peut-être certaines idées qui nous permettraient de pousser les choses dans ce sens-là? Comment est-ce qu'on professionnalise la profession de coach? Comment est-ce qu'on se soutient? Comment est-ce qu'on s'unit pour aller de l'avant? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? C'est intéressant ta question parce que hier, j'en discutais avec des amis de la boxe et je pense que ben, déjà, créer peut-être une corporation ou un truc officiel Mhm. et créer des conventions et des règles. Par exemple, je ne sais pas comment ça marche en Suisse, mais en France, tu as le droit de coacher, tu es reconnu par l'État avec une carte professionnelle, avec un BPGEPS Mhm. minimum. Alors, tu peux avoir un BPGEPS, tu peux avoir une licence STAPS, entraînement sportif, qui est de 3 ans, mais le BPGEPS, c'est 10 mois. À mon sens, je ne dis pas que les BPGEPS sont mauvais ou quoi, mais je pense que 10 mois, c'est un peu court pour qu'un coach soit vraiment professionnel. Mhm. Alors attends, Donc, je vais, je vais te partager un petit peu mon parcours à moi parce que pour vas-y, vas-y. devenir coach, j'étais à Vancouver, donc quand j'ai commencé, D'accord. et Tu es donc resté combien de temps, excuse-moi? ouais, j'étais 7 ans au Canada, j'étais 7 ans à D'accord, Vancouver. ok. Je suis allé à Calgary une fois d'ailleurs. Ouais. Euh, T'es allé pour le Stampede ou t'es allé pour t'es allé non, pour faire la fête? je suis allé pour essayer de trouver du boulot. Ok, J'avais fait une école de pré-apprentissage en tuyauterie, d'accord, plomberie et tuyauterie à Vancouver. Et en finissant l'école, je me suis dit, ben, j'ai envie d'aller travailler en Alberta et de me faire des sous. Et donc, je suis parti avec ma femme, on a fait un petit road trip et puis je suis allé taper à la porte de toutes les grosses entreprises qui d'accord. dit j'avais bien géré l'école à Vancouver, mais en gros, j'avais pas de visa de travail et ils m'ont tous dit, Mhm. ben, on vous engagerait volontiers hier, mais le fait que vous soyez ben, étranger et que vous n'ayez pas de papier pour travailler ici, nous, ça nous complique vraiment la vie. Enfin, ça leur aurait pris des heures et des heures de travail administratif juste Pour pour avoir le pouvoir visa, voyager. ouais. Du coup, ça s'est jamais passé. Mais donc, c'est dans ce cadre-là que j'étais à Calgary. Mais ouais, donc, tout ce qu'il fallait pour coacher, c'était en gros un certificat qui est reconnu par une entreprise d'assurance pour pouvoir coacher D'accord, en bonne et due forme. Et donc, moi, j'ai même pas suivi de cours en sachant qu'il y avait des cours qui se donnaient en classe. J'ai acheté le bouquin de la NSCA et, d'accord, et j'ai lu le bouquin pendant 2 mois et après, j'ai passé l'examen et du coup, j'étais coach. Donc, d'accord. moi, ça m'a pris 2 mois pour devenir coach. Après, donc, je pense que je ne sais pas si je suis, on va dire, entièrement d'accord avec toi sur le fait que le temps Ouais. soit un facteur. Et ça, c'est peut-être juste moi parce que c'est mon Mhm. parcours. Hein. Mais le temps lui-même, est-ce que c'est ça qui fait le coach ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs, à ton avis, Non, qui… c'est Ouais. pas le temps, enfin, je veux dire, c'est pas parce que tu as fait une licence STAPS de 3 ans, tu es forcément meilleur que celui qui a fait un BPGEPS de 10 mois ou qui a lu le livre de la NSSA de 2 mois. Euh, Parce qu'il y a des. Enfin, je le dis, je sors de STAPS et il y a des STAPS qui sont pas bons. Et il y a des BPGEPS qui sont pas bons, il y a des BPGEPS qui sont très bons et des STAPS qui sont très bons. Moi, ce que j'ai appris en STAPS, plus que du savoir empirique ou juste du savoir, plus que ce que j'ai appris, c'est la démarche. Hmm.
C'est-à-dire la démarche du savoir universitaire par exemple, un cours qu'on avait à la fac, et je pense que c'est un des meilleurs cours, c'est comment faire des recherches sur PubMed. Tu vois, Mhm. ça, on l'a peut-être pas en France, en tout cas, ils l'ont pas en BPGEPS, et c'est dommage. Mhm. Ou j'avais un autre cours aussi, c'était d'ailleurs mon prof s'appelait Mounir, et si peut-être il regarde le podcast parce il est mordu de prépa physique, je le salue. Et tous les staffs qui l'ont eu comme prof aussi savent que c'était un très bon prof. Il nous donnait un sport insolite et il nous disait bon, ben maintenant, il faut que tu me fasses une séance de prépa physique dissociée et associée Mhm. sur ce sport. Je me souviens, j'avais eu le bûcheronnage sportif. Et en gros, tu devais faire une démarche vraiment. Alors, une démarche biomécanique, une analyse Ouais. biomécanique, Ouais. quels sont les muscles, les articulations, et une démarche physiologique, combien de temps dure l'effort, Mhm. etc. Quelles Mhm. sont les qualités nécessaires. Donc, tu Mhm. vois, ça, c'est pas juste des cours de planification, Zadjerski ou tu dors bon pas, etc. C'est vraiment la démarche. Et c'est plus Ouais, ça que c'est j'ai appris à la fac. développer l'esprit critique et comment, comme tu as dit, Exactement. décortiquer un sport, même si tu ne le connais pas, et pour déterminer ensuite comment préparer un athlète. Et je vais revenir sur ce que j'ai dit avant par rapport à mes 2 mois de formation. Ouais. Je servais à rien quand je suis sorti de ce cours-là, dans le sens où j'avais mon background en CrossFit, en rugby précédemment, en CrossFit et ensuite en haltéro. Mhm. Pour moi, les haltères, ça n'existait pas. Pour moi, les machines à calme, ça ne servait à rien. Ouais. Autant dire que j'ai fait un 180 sur beaucoup de choses sur les premières années de développement en tant que coach. Mhm. Donc, c'est clair que je pense que ce que tu apportes là, c'est, à mon avis, maintenant, ce qui m'intéresse le plus dans les formations de manière générale, que ce soit dans un cadre, on va dire, conventionnel avec les différentes formations qui peuvent se passer dans les différents pays, ou même au travers de certaines formations en ligne, c'est de développer cet esprit critique. J'en parlais d'ailleurs avec un coach sur Insta il y a de ça même pas 1 heure, parce qu'il me disait, ouais, je suis à l'université, mais j'aimerais bien travailler dans le haut niveau, alors je sais qu'il me faut un diplôme. Mais au final, comme tu l'as bien dit là, je pense que plus important que le diplôme en lui-même et le papier ou le nom qu'il y a sur le papier, le fait de savoir penser de manière critique et de pouvoir Ouais. raisonner par rapport aux besoins de l'athlète, par rapport au sport et par rapport à ses demandes et par rapport à ce qu'on sait du corps humain à l'heure actuelle, c'est Mhm. infiniment plus important que tout le reste, comme tu as dit, toutes les données qu'on peut apprendre, qu'on nous régurgite un petit peu malheureusement, alors, et qui sont valables. Et je veux dire, c'est bien de les connaître. Mais en même temps, Ah ce que oui, tu bien viens sûr. de mentionner là, cette approche de démarche qui est une démarche scientifique presque, C'est ça. d'analyser le sport et d'ensuite en tirer tes propres conclusions par rapport à comment préparer ces athlètes-là, c'est super important. Bien sûr, c'est avoir la démarche scientifique sans tomber dans le scientisme. C'est-à-dire sans tomber dans la science comme une religion. Ok, j'ai appris ça en cours, donc c'est forcément comme ça. D'ailleurs, je sais pas, moi, toi qui as fait, qui utilises le MOXIE et qui utilises l'oxymétrie musculaire et tout, le jour où je suis tombé sur ça et que j'ai commencé à me renseigner sur ça, j'ai l'impression que le monde s'écroulait. Tu sais, à la Pareil, fac, les filières pareil. énergétiques. Mais bon, voilà. Ouais, ouais, ouais. Et, non, ce que je voulais dire par rapport à la formation trop courte, c'est que il ne faut pas que les formations, qu'elles soient longues ou courtes, il ne faut pas que ce soit juste. Parce qu'il y a des gens qui font des BPGEPS, et c'est le cas, hein, il y a des gens qui ont fait des BPGEPS juste pour pouvoir avoir le droit d'ouvrir une box de CrossFit légalement. Hmm. Plutôt que d'avoir une démarche de je fais les BPGEPS pour apprendre, pour devenir compétent, et ensuite ouvrir une box de CrossFit ou peu importe ce que tu veux faire. Il faut vraiment que le diplôme et que les gens qui fassent les diplômes le fassent pour devenir compétent. Et c'est intéressant ce que tu disais, en 2 mois, tu as eu le droit de coacher parce que vous avez besoin de quoi aux États-Unis? Juste une assurance en fait. C'était au Canada, mais du coup, Au Canada, pardon. c'était simplement avoir un certificat qui était reconnu par une entreprise enfin, une compagnie d'assurance qui va te D'accord, permettre ouais. de coacher de manière légale, quoi. De manière. Ou en tout cas de manière assurée, parce que tu peux tout à fait coacher sans être assuré. C'est juste que si, s'il y a un pépin, et d'autant Ouais, plus en Amérique du Nord qu'ici, oui, c'est tu ça. veux avoir une assurance, ça c'est clair. Oui, clairement, ils sont très procéduriers. Mais d'un autre côté, c'est l'Amérique du Nord, donc ils sont très libéraux Mhm. et ils laissent tous réguler un peu tout seuls, entre Ouais. guillemets. Et disons que là-bas, ils ont laissé le marché du coaching se réguler par la concurrence. Après, moi, je pense pas. Je pense que la concurrence, elle est bonne quand elle est saine, mais je pense qu'il faut quand même une régulation étatique. Et par exemple, tu peux pas devenir kiné si tu n'as pas fait tes 3 ans de kiné ou tes Mhm. 4 ans, je ne sais plus combien d'années c'est.
Et moi, je pense qu'il faudrait… Tu ne peux pas devenir coach tant que tu n'as pas validé des compétences. En France, Alors, le BPGEPS, si tu le payes, tu l'as, ouais, ouais. Je pense que… malheureusement. Pardon, je te laisse finir ton fil de pensée, puis après je reviens Non, je avec une disais question. juste, pour que quelqu'un puisse devenir coach, il faut une régulation et quelque chose, plus de corporatisme, une régulation qui valide le diplôme ou le statut de coach quand tu as acquéri les connaissances et les compétences. Mhm. Moi, par exemple, quand je suis arrivé au level 1, le questionnaire, c'était nul. J'étais habitué aux amphis et au QCM de la fac, des amphis, et des questions ouvertes sur quels sont les facteurs périphériques de la VO2 max d'un athlète, etc. Je suis arrivé au QCM de level 1, c'était facile. Et en fait, le problème, il ne faut pas que ça soit trop facile. Il ne faut pas que, OK, je paye la formation, du coup, je l'ai. C'est ça, il ne faut pas qu'on tombe dans ça, quoi. Ouais, ouais. Ouais, Alors, tu voulais dire? ouais, je voulais dire oui, mais. Oui, je Vas-y, suis tout à fait c'est bien d'accord avec toi. d'échanger. Je pense qu'il y ait un standard dans l'industrie dans lequel on évolue, dans tout ce qu'on fait. Je pense que c'est important, mais qui régule? C'est ça la Ah, question. ça, c'est une très bonne question. Ça, c'est une très bonne question. Alors, ça, c'est quelque chose de plus compliqué. En France, en France, c'est plus. Disons que en France, il y a une opposition entre l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et le ministère des Sports. C'est-à-dire que moi, j'ai une licence TAPS, donc j'ai été formé par l'éducation nationale et l'enseignement supérieur. Mhm. Tandis qu'un coach formé avec un BPGEPS, il est formé par le ministère des Sports. Et il y a une petite guéguerre, je ne sais pas si on peut dire guéguerre, mais opposition entre les deux. Et par exemple, moi, j'ai envoyé beaucoup de CV à des BPGEPS pour pouvoir devenir formateur. Ça m'intéressait, ou intervenant. Et ils ne veulent pas, ils veulent que des BPGEPS. Tu vois, il y a une petite opposition entre les Mhm. deux. Mhm. Je pense que alors après, ça soulève des questions beaucoup plus à échelle beaucoup plus importante sur la société française et les Alors ça, ministères, etc. peut-être sans aller si loin que ça, mais quand même en poussant la réflexion un petit peu plus loin. Donc, si on prend Ouais, ces deux entités principales, on va dire ça en France, hein, ouais. parce que c'est le monde que tu connais, bien sûr, Mhm. et bien mieux que moi, ça c'est clair. Euh, Est-ce que tu penses que ces entités-là sont à même de réguler la profession de coaching, étant donné le fait que, de mon point de vue, c'est des entités éducationnelles qui sont assez anciennes dans leur façon de voir les choses et de Mhm. faire les choses. Certes, Mhm. comme tu l'as dit, il y a d'excellents profs partout en France. Hein, ça, Oui. j'en ai absolument aucun doute dans les deux formations, Oui. et qui sortent des coachs très très compétents. Mais avec la vitesse à laquelle les choses changent dans le monde de la prépa physique, en sachant que c'est une profession qui est très très jeune, si on la compare à toutes les autres professions et qu'on les met face les unes aux autres, est-ce qu'il y a une entité à l'heure actuelle qui se renouvelle et qui se met à jour assez rapidement pour pouvoir prétendre réguler la profession de manière adéquate aujourd'hui en 2021? Ben, si on prend le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, il y a la recherche à l'intérieur. Mhm. Moi, le fait d'avoir des profs chercheurs, alors c'est pas pour dire les BPGEP c'est nul ou l'éducation, le ministère des Sports c'est nul, mais le fait d'avoir des profs chercheurs, par exemple, moi dans mon organisation Excuse My Friend, j'ai un autre coach qui est Jules, qui cette année est en troisième année, sa dernière année, et déjà il m'envoie ses cours. Donc moi j'ai fini ma licence en 2018, là on est en 2021, et déjà les cours ont changé. Mhm. C'est-à-dire que ça évolue, les profs sont des profs chercheurs et ça évolue très vite. Mhm. Alors, des fois, j'avais des cours où j'apprenais des vieux trucs, Zatsurski, méthode bulgare et tout. Mais à côté de ça, j'avais aussi des cours qui étaient très, très vite mis à jour et très, très intéressants. Donc, j'ai envie de dire, le fait qu'il y ait la recherche dans l'éducation nationale le rend un peu plus réactif. Mhm. Après, peut-être qu'on pourrait trouver un moyen pour que les deux ministères marchent main dans la main sur la régulation du métier. Ça, c'est plus compliqué, mais en tout cas, moi, de mon expérience en cours à la fac, à Montpellier en tout cas, hein, à Montpellier, parce que je n'ai pas fait les autres STAPS de France, les cours sont mis à jour tous les 2 ans, 3 ans, et ça change, et c'est mis à jour assez rapidement, en tout cas, Ouais. avec ce qu'on trouve dans la recherche. Ouais. Et je vais continuer, si tu me le permets, je vais continuer à jouer Bien sûr. l'avocat du diable sur la question parce que j'aime bien C'est nos bien petits qu'il y ait un échanges, échange, hein. au moins. Exactement. Alors, la régulation en tant que telle va certainement monter le standard. C'est le standard de base, on va dire. Mhm. Par contre, si on regarde tout ce qui est régulé,
il y a aussi énormément de choses qui sont proscrites ou interdites du fait de Oui, la régulation. oui. Et donc, qu'est-ce que tu penses de on va dire, il faut trouver cet équilibre entre se faire réguler, ce serait bien parce que, mais en même temps, qu'est-ce qu'on va perdre dans Ouais. cet échange-là? Qu'est-ce que tu en Après, le penses? bon côté du sport et de la prépa physique, c'est que euh, ce qui domine, et tu peux pas le contester, c'est le résultat. C'est-à-dire que ce qui marche, c'est celui qui fait ce qui marche, c'est celui qui gagne un petit peu. Enfin, il y a cet aspect de chacun veut gagner, donc chacun essaie d'innover pour trouver ce qui marche le mieux. Et donc peut-être que cet aspect-là peut aider à tirer vers le haut. Mhm. C'est une bonne question d'ailleurs, parce que j'avais discuté une fois, j'avais fait un podcast avec un ami qui est kiné, et qui m'avait dit en France, vu que la profession de kiné elle est remboursée par la sécurité sociale et qu'il n'y a pas l'aspect de concurrence entre kinés, entre guillemets, il n'y a pas cet aspect de concurrence et il n'y a pas d'avancée vers le haut assez vite par rapport à l'Espagne où c'est pas remboursé. Mhm. Et du coup, vu que c'est pas remboursé, chaque kiné doit être bon pour avoir des clients. Tu dois te Et du coup, ils sont en avance. différencier. Ouais. Exact. Ils sont en avance sur certaines méthodes par rapport à la France. Mhm. Le problème, c'est que le kiné, c'est pas la performance qui régit ce qui est bon ou pas bon, alors qu'en prépa physique, oui. Donc, j'ai envie de croire que peut-être qu'avec ça, la régulation nous tirera quand même vers le haut. Mhm. Bah, écoute, quoi qu'il arrive, je pense que c'est un sujet Il euh, mérite d'être creusé. qui mérite d'être creusé, très bien dit. Et donc, c'est vrai que enfin, personnellement, j'encourage tout un chacun à y penser Ouais, et à en discuter avec d'autres coachs et euh, ouais, idéalement de manière ouverte, comme on l'a fait ouais, ici. On pose c'est les idées ça. sur la table, on laisse notre ego à la maison et après, on discute C'est des ça. idées parce que je pense que c'est constructif et ça permet de vraiment Ouais. Après, tirer tout moi, le monde. idéalement, ce que je veux éviter, Mhm. idéalement, c'est. Et d'ailleurs, j'avais vu un post de Brett Contreras. Tu connais Brett Mhm. Contreras? Qui a fait un post récemment sur Instagram où il comparait euh, le fitness trainer en 2000 et le fitness trainer en 2020. Et il faisait une liste des trucs qui faisaient que tu deviens populaire. Et en 2020, c'était tu coaches plus personne, tu mets juste des vidéos sur les réseaux, sur TikTok et Instagram. Tu fais ci, ça. Alors qu'en 2000, il fallait entraîner des gens pour devenir populaire. Mhm. Il fallait avoir de la connaissance. Alors qu'en 2020, il faut juste des followers. Et moi, je veux juste pas qu'on tombe dans la course aux followers ou la course à celui qui est le plus populaire sur les réseaux, etc. D'abord qu'on s'aguerrisse sur le terrain et en termes de compétences. Et aujourd'hui, moi je sais que je le vois en France, il y a des influenceurs qui sortent des programmations de fitness, alors pas moins dans le monde du CrossFit, mais dans le monde du fitness en manière générale, parce qu'ils ont 30 000 followers ou 500 000, ils sortent des programmations, perte de poids, prise de masse, etc. Et ils en vendent beaucoup, alors qu'à côté de ça, il y a des coachs qui sont très bien formés, qui sont très bons, qui mériteraient évidemment vivre décemment de leur métier et qui y arrivent moins parce qu'ils ont moins de followers Insta. Et c'est ça que je veux éviter un petit peu. Un Mhm. petit peu, quoi. Voilà. Ça, bah, tu sais quoi, je vais enchaîner là-dessus parce que c'est un sujet qui Vas-y. m'intéresse énormément. C'est la communication sur les réseaux et la Mm. communication côté digital de manière générale. Comment est-ce que toi, tu l'abordes avec ton entreprise, avec ton Ouais. coaching? Quelle valeur est-ce que tu essayes de communiquer au travers de tes différents réseaux et des différentes plateformes? Et qu'est-ce que peut-être tu as vu de ton voyage en Amérique du Nord que tu as peut-être pu ramener de ce côté-là, étant donné que c'est vrai que c'est ayant, comme je t'ai dit, avant vécu pendant 7 ans à Vancouver et ayant côtoyé, on va dire, la communauté, le monde, l'industrie fitness en Amérique du Nord, c'est pas tout à fait la même chose que ce qui se passe ici. Donc, comment est-ce que toi t'abordes la chose? Euh, ben évidemment, en 2021, tu es obligé d'être présent sur les réseaux. Moi, perso, dans Ex My Friend, j'ai engagé quelqu'un. J'ai engagé quelqu'un qui s'occupe des montages vidéo et des réseaux sociaux et des posts, etc. Hmm. Ça me soulage un petit peu d'un poids parce que c'est beaucoup de travail en vrai et je suis content de l'avoir fait. Je suis très content de l'avoir fait parce qu'en plus de ça, bon, lui, il fait du CrossFit et il s'entraîne beaucoup, il s'entraîne 2 fois par jour, mais il n'est pas coach. Rien à voir, il a fait 2 ans de Sciences Po, là il fait une école de commerce, donc il m'apporte un autre point de vue que Hmm. le mien. Et il me dit quand des fois, par exemple, comme toi, des fois on sort des vidéos qui sont un peu basées sur des termes techniques, où il y a beaucoup de termes techniques. Et lui, il m'apporte ce point de vue pour essayer de le vulgariser au maximum et de le rendre accessible, que ce soit au coach qui est formé, mais Hmm. aussi au grand public. Hmm. Donc déjà, il m'apporte ce point de vue-là et j'en suis content, c'est important. Ensuite, par rapport à ici au Canada,
Là-bas, quasiment tous les coachs, toutes les organisations de coaching et tous les coachs sont beaucoup sur les réseaux. Paradoxalement, Michael Fitzgerald et OPT, pas trop. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais il a quand même du monde. Et vu que ça fait plus de 15 ans qu'il est dans le milieu, il n'a pas trop besoin de communiquer. Mais là-bas, en tout cas, toutes les box de CrossFit et les salles en général sont très actives sur les réseaux. La box où je travaillais, elle postait tous les jours le WOD du jour de la box. Un peu comme Mm. CrossFit.com fait. Mm. Euh, et, et puis, ensuite, quoi d'autre? Ben, après, au final, ici, c'est un peu revenu au même niveau que là-bas, je trouve. Enfin, ces dernières 3 années, on va dire. Après, il y avait, comme tu disais, à l'ancienne, quand on a commencé, nous, il n'y avait que Barbell Shrugged et Westside, TTT, etc. comme podcast. À Mm. l'heure d'aujourd'hui, tu peux trouver plein de podcasts français sur la prépa physique euh, qui sont de bonne qualité. Des podcasts francophones, tu as le tien, tu as Olivier Bollier, il Mm. y en a de plus en plus, en CrossFit aussi. Et c'est bien parce qu'on en avait besoin pour que, disons qu'on en avait besoin pour que le CrossFit et la prépa physique soient plus visibles à l'œil du grand public parce que des trucs en anglais, si tu n'es pas dedans avant, tu ne vas pas aller tourner vers les trucs en anglais. Donc Mm. Mm. ça, c'est une bonne chose. Après, malheureusement, des fois, il y a des trucs qui sont un peu de moins bonne qualité, mais bon, ça, c'est Internet, tu ne peux pas réguler. C'est la loi de la concurrence, la loi des Ouais. vues, selon la qualité. S'il y a des jeunes coachs ou des coachs en formation qui nous écoutent et qui ne savent pas vraiment comment aborder les réseaux par Mhm. rapport à ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils veulent développer dans cette profession, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Ouais. Alors, si vous lancez dans le coaching et vous commencez une organisation de coaching, euh, essayez de vous démarquer un petit peu. Pas de vous démarquer forcément, il ne faut pas être obsédé par le fait de se démarquer, mais euh, il faut que ça reflète votre personnalité. Il faut que. Moi, je me bats. Enfin, je me bats. Non, je m'embrouille tous les jours avec Théo qui s'occupe des réseaux sociaux parce que moi, je suis un peu un anticonformiste de base. Je suis tu vois, je suis un peu un rebelle dans ma tête. J'aime pas me conformer. Et des fois, il veut qu'on fasse des trucs. Et moi, parce que les autres l'ont fait, je ne veux pas le faire. Tu vois, on se bat un peu plus sur ça. Mais si vous vous lancez sur les réseaux sociaux, il faut que ça reflète votre personnalité. Restez sur des champs d'études où vous avez les connaissances et où vous êtes bon, entre guillemets, où vous êtes formé en tout cas. Avant de vous aventurer sur des trucs un peu plus techniques, formez-vous bien, prenez le temps de vous former, prenez un champ d'études, plongez dedans à fond. Et une fois que vous avez fini, ben, là, vous pouvez commencer à communiquer sur les réseaux dessus, etc. Toi, par exemple, avant de sortir les vidéos sur les nouvelles filières énergétiques, je pense que tu as dû passer des heures et des heures dessus. C'est Ouais, normal. j'ai passé exactement. J'avais mon dos qui m'avait un peu lâché. C'était en juin 2020. C'était pendant le confinement. Mhm. Et donc, j'étais assis sur le canapé, je pense. Enfin, non, couché sur le canapé, parce que je ne pouvais pas m'asseoir à ce moment-là. Et D'accord. j'ai passé entre 6 et 8 heures par jour pendant 3 semaines à lire et à relire et regarder tout ce que Evan a pu produire comme Tu as contenu fait, sur le TTT sur tu as le fait les Classroom. mentorships de Evan? Non, non, mais j'ai lu tout ce que j'ai trouvé. J'ai beaucoup échangé avec lui. J'échange encore beaucoup avec lui aujourd'hui. D'accord. Et maintenant avec de plus en plus d'autres coachs aussi sur la question. Mais Mhm. non, ouais, pour faire court, ça m'a pris Ouais, un petit peu de temps avant de déjà pouvoir comprendre et puis ensuite pouvoir potentiellement le communiquer. ouais. Je l'ai fait un peu différemment de toi. Je l'ai fait un peu de manière plus étalée. J'avais Mm. commencé d'abord par le NIRS course sur Classroom. Ouais. Ensuite, j'ai fait le mentorship en janvier. Mm. Le NIRS course, je l'avais fait l'année dernière, en 2019, avant tout ce qui était Covid, Mm. à la bonne époque. Euh, et ensuite, j'ai fait le mentorship là en janvier. Et j'avais commencé à utiliser le Human à peu près décembre 2010. Bah, oui, il y avait eu un Black Friday, il y avait une offre, je l'avais pris. Human existait encore. Ouais. C'était novembre 2019, j'avais commencé à l'utiliser. Et là, je me suis mis au Moxie, ça y est. Et j'ai fait le mentorship d'Evan, Ouais. Moxie Academy, etc., etc. Ouais. Mais je ne sais plus de quoi on parlait. Ah oui, Euh, pour les réseaux sociaux. mm, mm. Ouais, si avant de commencer à communiquer sur un champ d'études où vous êtes spécialisé, bah, formez-vous à fond dessus et essayez de mettre votre petite touche personnelle.
Moi, par exemple, le nom de Excuse My French, c'était quelque chose d'assez spontané. Je voulais pas un nom qui soit trop répandu, parce que souvent, les organisations de coaching, on voyait des trucs, soit avec des noms de dieux nordiques, soit avec, je sais pas, des trucs avec compétiteurs dedans, ou élite, ou je sais pas, ça tournait beaucoup autour de la même chose. Mhm. Alors, c'est normal, évidemment, ils veulent renvoyer une image d'entraîneur, d'élite, etc. C'est normal. Ça tourne autour du champ lexical. Mais moi, je voulais un truc un peu original. Et l'idée, c'était, OK, ben, en France aussi, on peut faire des organisations de coaching sérieuses basées sur science-based approche. Et du coup, Excuse My French. Et en plus, aux États-Unis, quand on dit Excuse My French, c'est quand on a dit un gros mot. C'est une expression qu'on utilise quand on a dit un gros mot. Après, on dit Excuse My French. Du coup, je me suis dit, OK, Excuse My French, c'est très bien. Ouais. Et au final, ça reste dans la tête des gens. Ouais, Et, mais je pense que c'est un point important de mettre sa touche perso. C'est peut-être quelque chose ouais. que les coachs ont peur de faire au début surtout, mais il Mm. faut savoir que chaque coach est unique. Chaque personne Oui. qui nous écoute, chaque personne qui coach, elle est absolument unique. Il n'y a pas deux personnes identiques dans le monde et surtout pas deux coachs identiques. On a tous une perspective différente, un passé différent, des histoires Bien différentes. sûr. Et c'est important d'essayer de transmettre ça dans ton contenu parce que ça fait en sorte que justement, tu n'es pas juste en train de régurgiter la même chose que tout le monde. Ouais. Tu y mets ta propre touche. Et ça peut être des fois avec des choses qui nous paraissent anodines, mais je pense que ça ajoute quand même ça ajoute un peu de couleur, si on veut, à Oui, tout ce qui ouais, sort c'est sur ça. les réseaux. Et ça fait que, voilà, ben, peut-être que ce que toi tu dis et la façon dont tu le transmets, ben, ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça va parler Oui, à un subset d'une certaine démographique et qui va faire en sorte que les gens ils puissent se connecter avec toi parce que c'est pas juste vanilla, tout est pareil ou oui. tout est voilà, c'est cool, mais vraiment sans plus. Tout est un 6 sur 10. Non, faut vraiment se démarquer et faut pas avoir peur d'apporter sa petite touche individuelle à l'édifice, quoi. Ah non, mais clairement, clairement. Et toi, par exemple, tu as une ballerine qui soulève une haltère sur Ouais, ton logo. C'est ouais, pas courant, ta touche non. perso. D'ailleurs, c'est pourquoi? Par C'est curiosité. pourquoi. Bah alors écoute, je raconte la petite histoire pour ceux qui ne l'ont pas encore Allez, entendu. Quand j'étais à Vancouver, je m'entraînais, j'ai fait de l'haltéro pendant 1 an et demi. Je m'entraînais dans une salle de parcours, donc d'accord. les gens qui grimpent et qui sautent et qui se balancent. C'était Origins Parkour à Vancouver. Ils sont toujours là Mhm. d'ailleurs. C'est une des plus grosses. C'est pas une des plus grandes, mais c'est une des gyms de parcours les plus reconnus dans le monde. Ils ont des compétitions chaque année. C'est vraiment, vraiment cool là-bas. D'ailleurs, je salue René s'il nous écoute, qui tient la salle là-bas. Donc, je m'entraînais dans la petite salle de renfo qui était, on va dire, collée à la salle de parcours. Il y avait vraiment une collection d'athlètes et de personnes différentes dans cette salle. Moi, Mhm. je faisais de l'haltéro. Il y en a qui faisaient de la gymnastique. Il y avait Joe qui faisait de l'équilibre sur les mains, handstand Joe, comme on l'appelait. D'accord. Il y avait vraiment de tout et notamment il y avait un gars qui faisait du parcours et il faisait aussi du ballet. Mhm. Donc il pratiquait la discipline, ou je pense pas qu'on peut appeler ça un sport, mais la discipline et donc comme tu sais, il y a l'expression en anglais qui dit Do you even lift, bro? Est-ce que tu lèves, Ouais, est-ce que tu lèves des charges, cousin? Qui est un peu la chose c'est qui se ça. dit en anglais. Et on s'était dit que ben, du coup, c'était un petit peu bateau. Et puis que le gars qui faisait du ballet, il avait vraiment tout compris. Et du coup, on a commencé à se dire Do you even ballet, bro? Et Ok. à partir de là, on s'est dit ben, faudrait essayer de mélanger les deux. L'idée de la grâce de la ballerine et l'idée de ben, la salle de force, là où on s'entraînait tous. Et on s'est dit, ouais, on fait un t-shirt. Et du coup, j'ai pris quelques minutes, j'ai copié-collé 2 images ensemble. Mhm. Et puis, ben, 2, 3 ans plus tard, quand j'ai lancé mon entreprise de coaching, c'est devenu mon logo. Ok, bah, c'est une belle histoire. Du coup, il y a ta personnalité, il y a une touche personnelle à ton logo. Et Exactement. outre le logo et la manière de communiquer aussi, sur votre approche de l'entraînement, vous devez avoir votre philosophie. Évidemment qu'il y a les basiques, il y a des basiques à respecter et ce qu'on apprend à la fac ou en BPGEPS ou dans les livres ou peu importe, c'est important, vous devez le connaître. Einstein n'a pas révolutionné les mathématiques en arrivant et en connaissant rien aux maths et boum, il a inventé E égale MC2. Non, il connaissait d'abord tout ce qui s'était fait avant lui. Mhm. Mais une fois que vous avez ça, ajoutez votre philosophie et votre touche personnelle. Et c'est pour ça qu'avec My Friend, j'essaie de me différencier entre guillemets des autres organisations. J'essaie un peu comme moi,
mon parcours, avoir le côté CrossFit, le côté prépa physique et faire une espèce de mélange savant. Mhm. Et c'est pour ça que, par exemple, j'utilise les méthodes de dissocier, d'associer, d'intégrer, que je le mets au CrossFit. Mhm. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo et on m'avait dit, ah, mais tu l'as pris de Training Think Tank, les Meter Bridge Performance. Et du coup, j'avais fait une vidéo en me justifiant, ben, ça existe en prépa physique, je l'ai appris à la fac, les séances dissociées, associées, intégrées. En France, ça a été popularisé par un préparateur physique de football, c'est très connu dans le football. Mhm. J'enlève pas le crédit à Training Think Tank qui ont fait un énorme travail dessus et qui l'ont intégré au CrossFit et qui l'ont testé et qui ont beaucoup d'évidence sur le sujet. Mhm. Mais je voulais tout mettre de la prépa physique pure, de sport, dans le CrossFit et l'aborder de manière vraiment, c'est un sport. Un peu avec la démarche qu'on disait tout à l'heure sur le bûcheronnage sportif, le cours que j'avais eu. Mhm. Voilà, analyser de manière pragmatique quels sont les besoins du sport et puis créer une méthode, enfin sa propre méthode entre guillemets, même si personne n'a vraiment sa propre méthode, mais créer sa philosophie de coaching et l'intégrer, quoi. Et c'était le Mhm. but, je voulais me différencier sur ça vraiment, que Excuse My French Training, ce soit une organisation de coaching de crossfitter compétitif ou pas, mais avec cette espèce d'aspect qui se différencie avec la prépa physique, quoi. Mhm. T'as D'ailleurs, parlé. Vas-y. Ouais, vas-y. Non, vas-y, vas-y. T'as parlé d'un. Je vais partir dans un autre sens, donc si tu veux rajouter un petit truc Pas de pour souci. terminer, c'est bon? Non, je disais que Excuse My French, on ne coachait pas juste des crossfitters, j'avais aussi un Mhm. combattant de MMA et d'autres sportifs. Ouais, donc t'as plusieurs, t'es pas nécessairement niché dans une seule C'est discipline ça. et tu peux t'étendre un petit peu malgré ça. Ouais, ce que je voulais dire, c'est, ou ce que je voulais te demander, c'est quand tu as mentionné avant le fait d'avoir ton monde qui s'écroulait un petit peu quand tu as découvert cette nouvelle façon d'entrevoir les filières énergétiques et tout ce qui se passe au Mhm. niveau bioénergétique. Moi, je sais que ça a été, comme tu l'as dit, et je me retrouve dans tes propos, ça a été un événement traumatique pour moi, dans le sens, dans le Mais j'avais sens l'air où, de... Je sais pas toi, mais moi j'avais l'impression d'être un gros mongol. Enfin, j'avais ouais, l'impression d'être ah un oui, crétin, tu absolument, vois. absolument. Et parce que j'avais le conditioning, c'était vraiment un truc que j'avais recherché à fond. J'avais lu le bouquin de Joel Jameson, j'avais tout Ouais. réécrit, j'avais tout bien appris. Je connaissais les temps de travail, temps de repos, les filières, bah. Et quand je suis arrivé là-dessus, et honnêtement, il me semble que je l'ai vu ou je l'ai entrevu de la part d'Evan un an auparavant, mais Mhm. psychologiquement, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt à me dire, en fait, j'ai tout ce côté d'entraînement que je pense avoir compris. En fait, non, j'ai pas compris. Ou alors J'ai non, pas ou alors il y a compris. simplement de nouvelles informations et il faut que je mette mes connaissances à jour. J'avais simplement pas l'énergie de le faire et donc je l'ai fait un an plus tard. Mais je sais que c'était une période qui était, enfin, difficile. Voilà, c'est pas difficile comme peut-être, tu vois, beaucoup de gens sont dans une situation difficile maintenant à cause de tout ce qui se passe au niveau mondial, mais c'était difficile dans le sens où c'était vraiment des idées que j'avais, des choses que je pensais avoir acquises, et du jour au Mhm. lendemain, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas dans le vrai. Comment est-ce que toi, tu as réagi et quel a été ton processus pour mettre à jour ces connaissances Ouais. et en gros retrouver un certain équilibre par rapport à ce que tu croyais ou ce que tu croyais penser savoir? Ben, moi, ça a été un peu comme toi, tu vois, quand j'ai vu le truc, je me suis senti bête. Je me suis dit, putain. Et en plus, à la fac, j'ai des profs qui font un peu de recherche sur ça. J'ai un prof à la fac qui a écrit un article sur l'oxymétrie musculaire. Pereira, il s'appelle. Et du coup, je me suis mis, quand j'ai vu les premières vidéos, je me suis mis à chercher sur PubMed, je ne trouvais pas trop. Je me suis mis à relire des articles scientifiques, les cours de mon prof et tout. Et après, j'ai toujours été dans une démarche de toujours garder des heures dans la semaine pour apprendre de nouveaux trucs. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, on va s'y mettre. On va aller sur Classroom ou contacter Evan ou regarder les formations qu'il fait et acheter le matériel nécessaire pour s'y intéresser. Moi, j'ai étalé un peu plus sur plusieurs mois, au contraire de toi. Toi, tu es un staccanoviste, tu as fait 8 heures par jour. Euh, mais j'ai essayé de le prendre d'une manière un peu moins scientiste de quand j'étais à la fac. Ouais. C'est-à-dire que quand j'étais à la fac, on m'a appris les cours et c'était la vérité. Et ça, il faut éviter. C'est-à-dire que moi, je suis un peu un négativiste en termes scientifiques. C'est-à-dire que les vérités scientifiques, c'est pas vrai. C'est les théories scientifiques qui sont considérées comme vraies. Ce sont pas quelque chose. Elles sont pas vraies. Elles sont juste moins fausses que les autres. C'est-à-dire que les théories scientifiques actuelles, ce sont celles qui ont le moins de théories qui prouvent qu'elles sont fausses. Donc, ce sont elles les plus vraies.
Et en fait, avec cette démarche-là intellectuelle, on se rend compte qu'en fait, le savoir intellectuel, le savoir scientifique, il évolue tout le temps. Et évidemment, quand j'ai commencé à apprendre sur le sujet, etc., j'y suis allé dans une démarche de vouloir bien apprendre et évidemment de plonger à fond dedans, mais en me disant, pour l'instant, c'est ce qui est le plus vrai, mais ça peut évoluer. Pour pas que quand j'ai 40 ou 50 ans et que je sois encore préparateur physique, être comme ces vieux préparateurs physiques qui sont encore bloqués sur les vieilles méthodes, tu vois. Je veux éviter ça, donc j'essaie d'avoir cette démarche intellectuelle quand j'apprends de nouveaux trucs. Quand j'apprends de nouveaux trucs, je me dis, OK, c'est ce qu'il y a de plus vrai maintenant, mais ça peut évoluer. Donc, reste à l'affût, mec. Ouais, c'est exactement ça. Et je pense un truc que je peux peut-être apporter aussi de ce côté-là, c'était que même si le modèle physiologique sous-jacent à l'idée de l'entraînement est différent, ça ne veut pas dire que les méthodes d'entraînement qu'on utilise, tout un chacun au jour le jour et qu'on connaît en préparation physique, sont fausses. Ça, c'est un Non. truc qui m'avait un petit peu retourné la tête au début. Ouais. C'était vraiment, en fait, j'ai rien compris. Et en fait, tout ce que je pensais savoir, c'est faux. Non, il y a la partie appliquée, qui est donc l'entraînement, les protocoles, les méthodes. Et après, il y a la partie théorie derrière. Et donc, comme j'ai dit, la physiologie qui est sous-jacente à tout ça. Juste parce qu'on change le modèle physiologique ne veut pas dire que tout ce qu'on connaît au niveau entraînement n'a pas de Bien sens. sûr. Ça apporte peut-être de nouveau une nouvelle perspective dessus et ça nous permet d'avoir un peu Ça. plus de nuances sur la façon dont on l'applique. Ouais. Mais il ne faut pas, comme on dit en anglais, throw the baby out with the bathwater. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est marrant quand tu traduis les expressions. En français, ouais. Donc, je pense que c'est important pour ceux qui, on va dire, sont confrontés à des nouvelles idées, de ne pas tout lâcher ou de ne pas se Oui, bien faire sûr. trop submerger. Il faut y aller petit à petit et voir voilà, qu'est-ce qu'on peut garder, qu'est-ce qu'on doit mettre à jour et comment est-ce qu'on peut avancer de manière Ça. concrète. Ça ne veut pas dire que les outils d'entraînement sur les filières énergétiques ou en termes d'entraînement physiologique sont mauvais. C'est Mhm. juste que peut-être que ce que vous utilisiez comme vous pensiez que c'était avant, vous pensiez que c'était des intervalles de capacité lactique. Eh bien, en fait, au final, peut-être que c'est juste pour développer votre utilisation pour un athlète qui est limité au niveau d'utilisation. Et Mhm. ce que vous pensiez avant être des intervalles qui développent, je ne sais pas, la VO2 max, en fait, au final, c'est peut-être des intervalles qui sont pertinentes pour un athlète limité au niveau cardiaque ou je ne sais pas, peu importe. Ouais. C'est juste que les outils que vous utilisez avant sont toujours bons, mais peut-être qu'il faut les utiliser pour une autre raison. Et puis, vu que tu es calé aussi sur le sujet, je pense qu'il y a une mise à jour qui est importante au niveau du vocabulaire qu'on utilise en tant que Oui, préparateur physique. Donc, on parle là depuis un petit moment des filières et donc tout le monde connaît certainement les termes anaérobie, alactique, mais on se ouais, rend compte avec ce nouveau modèle, cette nouvelle façon de voir les choses que ces mots-là, en fait, en isolation, certes, on peut les utiliser pour décrire certains processus physiologiques, mais encore une fois en isolation. Mais quand on parle de l'organisme, quand on parle du corps humain, quand on parle de la performance, il n'y a rien qui se passe tout seul. Et donc, c'est peut-être ouais. intéressant d'utiliser des mots qui sont un petit peu plus justes pour, encore une fois, continuer à évoluer dans notre profession et à rester actuel avec les données du jour. Bien sûr, c'est pour ça qu'avec les formations sur l'oxymétrie et les nouveaux modèles de filière énergétique, on est passé de faire du travail de puissance lactique, capacité aérobie, puissance aérobie, à du travail de désaturation progressive, du travail d'oxygénation, etc. Et le vocabulaire a un peu changé, quoi, et un peu beaucoup même. Mais ça peut faire peur à certains coachs. Le conseil que je peux leur donner, c'est soyez patient, prenez le temps de vous former, même si vous avez beaucoup de travail, vous coachez beaucoup d'heures dans la semaine, prenez ne serait-ce qu'une heure et demie par semaine. C'est pas beaucoup, vous pouvez les trouver, ou même juste une heure. Et si vous le faites toute l'année, tout le temps, eh ben, au final, à la fin de l'année, il y a quoi, 52 semaines. Ça fera quand même 52 heures. Donc, c'est pas mal. Donc, faites-le. Prenez une heure dans la semaine, que ce soit toujours le même jour, à la même heure, et vous en profitez pour vous former. Et d'abord, commencez sur un sujet, finissez tout ce qui est visible sur ce sujet. Bon, ça, c'est un peu plus dur parce qu'il y a beaucoup. J'ai l'impression que c'est infini. C'est clair. Mais une fois que vous avez ce que vous vouliez sur ce sujet, passez à un autre, etc. etc. Vous ne perdez pas à en faire plusieurs à la fois. Moi, des fois, je suis un peu comme ça. Tu sais, je me mets à lire 3 livres à la fois. Après, j'ai la tête comme ça. Après, je vais dans la voiture, je mets un podcast de l'autre. Bref. Mais ouais, essayez de vous concentrer sur un sujet et puis ensuite passer à un autre, quoi. Ouais. Voilà. Non, je pense que c'est
C'est un bon conseil pour tout un chacun, comme tu l'as dit, de prendre une chose à la fois, de pas trop s'éparpiller, de peut-être même prendre un petit peu de temps pour écrire avec ses propres mots ce qu'on a appris ou ce qu'on pense Ouais, avoir appris pour amener une sorte de synthèse. Personnellement, quand on parlait avant de communication sur les réseaux, moi, c'est ma démarche avec tout ce que je fais en termes de communication et de contenu. Ça me challenge à essayer de ça. mieux comprendre et structurer ce que je pense. Donc, ce que moi, je mets en avant, c'est très, très rarement des choses que je sais de manière sûre et certaine, mais c'est plus souvent des théories que j'ai dans ma tête et que j'aimerais bien Mhm. essayer de voir Mhm. si en fait ça parle aux gens, parce que c'est vraiment ça l'expression, c'est est-ce que ça te parle, est-ce que tu comprends, est-ce que ça a du sens et je pense que c'est un des moyens positifs d'utiliser les réseaux, c'est pour avoir ce feedback d'autres coachs, C'est d'autres vrai. personnes sur la façon dont on voit les choses. Est-ce qu'il y a du vrai, est-ce qu'il y a du faux, est-ce qu'on est un petit peu dans les deux, qu'est-ce qu'on doit ajuster, qu'est-ce qu'on doit mettre à jour, et comme ça on peut tous avancer et on l'espère aller vers voilà, une profession qui est plus aboutie, qui est plus compétente Plus pour tout un professionnalisé, ouais, chacun. bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Clairement, non, c'est vrai. Après, c'est vrai que c'est une bonne démarche parce que c'est un feedback direct. Mm. Après, il faut savoir trier les bonnes, on va dire les remarques négatives, enfin, trier les bonnes et les mauvaises remarques négatives. Mm. Parce que des fois, il y a un peu des trolls, surtout quand, enfin, je pense que toi, tu commences à avoir de plus en plus de visibilité, donc tu dois en avoir de plus en plus. Honnêtement, Et ça, de mémoire, j'ai un commentaire négatif dont je me rappelle sur ces derniers 14 mois de production de contenu bon, acharné. ça va, tant mieux. Tant mieux. C'est parce que tu n'es pas dans le monde du CrossFit, ça, et parce que tu n'es pas français. Parce que le français est râleur. Je suis Mais pas très loin, hein, je suis pas très loin. Je suis à 10 minutes de chez vous. c'est Donc. vrai, c'est vrai. Mais tu sais, ça paraît bête, mais le fait que tu sois pas français, ça peut jouer Mm. sur la vision que les gens ont de toi. Mhm. Et que tu sois pas crossfitter aussi. Mais c'est bien que tu abordes les mêmes sujets que moi en n'étant pas crossfitter parce qu'au moins ça légitime un peu Mhm. ce que je dis des fois, ce que j'avance. Donc c'est cool. Et puis au moins je suis pas seul. Et aussi quand j'ai commencé à faire les vidéos sur les nouveaux modèles de filière énergétique, je voulais que ça sorte un petit peu dans le monde du CrossFit en France, enfin en Europe ou en France en tout cas. Mhm. Mhm. Parce que Evan fait un gros, gros taf dessus avec Moxie, Moxie Academy, etc. Et c'est encore nouveau, ça manque encore de publications, entre guillemets. Ça ne veut pas dire que c'est faux, mais il faut qu'il y ait beaucoup plus de publications pour qu'on ait des vérités plus corroborées. Ouais. Et le fait que nous, on fasse la démarche, je pense que c'est bien. Et le fait que toi, par exemple, tu fasses des podcasts aussi avec quelqu'un comme Jérôme Dempsey, tu vois. Jérôme Dempsey, bon, je connais parce que mon prof le citait à la fac quand j'avais des cours sur les facteurs limitants de la performance. Mhm. Et du coup, quand j'ai vu que tu avais fait un podcast avec lui, j'étais allé direct. Je le connaissais bien, le mec, mais j'avais jamais vu sa tête. Là, j'avais vu que c'était un mec de 70 ans avec une tête remplie comme ça. Mais je me suis régalé. Je te remercie beaucoup pour ce Bah, podcast je parce t'en que prie. c'était vraiment bien. Et je sais plus ce que je voulais dire du coup. Non, bah écoute, Mais ouais, c'est important qu'on fasse la démarche. Ouais. c'est important qu'on fasse la démarche et je voulais enchaîner avec un dernier sujet avec toi aujourd'hui. C'était celui bah, justement du Moxie, vu que tu l'as cité. Mhm. Euh, J'aimerais bien avoir ta perspective sur notamment le champ d'applicabilité de cet outil, les différentes options qu'on va pouvoir, les différentes situations dans lesquelles on va pouvoir l'utiliser et en tirer un bénéfice pour toi. Comme voilà, pour ta pensée générale, ta vision sur Ouais, ouais, bien sûr. le Moxie comme outil de travail pour les préparateurs physiques. Bah, déjà, bon, comme ça tu le sais, tu peux faire du profilage physiologique avec. Mm. Tu peux déterminer quels sont les facteurs limitants, quel système est le facteur limitant de l'athlète. Mais étant donné que c'est pas tout le temps propre à l'athlète, ça peut être propre au sport ou au mouvement, on peut aussi l'utiliser. Moi, par exemple, en CrossFit, si demain j'ai un athlète qui me dit, bon, bah, écoute, à chaque fois que j'ai un Metcon avec des thrusters ou qu'il y a des thrusters dans un WOD de qualif ou un WOD des Open, j'explose complètement. Et le Moxie, ça permet de plonger un petit peu dans sa physiologie. Ça peut être un athlète limité au niveau respiratoire, mais si tu lui mets des thrusters, peut-être que ça peut être un peu différent au niveau de la tension musculaire, au niveau de l'hémodynamique, etc. Mm. Donc déjà, ça peut être utile de lui mettre un Moxie, lui faire un WOD avec des thrusters et observer qu'est-ce qui se passe. Est-ce que au niveau de la désaturation et de la livraison, est-ce qu'il y a un équilibre? Est-ce que il arrive à livrer de l'oxygène ou est-ce qu'il manque de force maximale et du coup il y a trop de compression vénale? Est-ce que sa synchronisation intermusculaire n'est pas bonne
Donc, ça peut aider pour voir quand un athlète est limité sur un mouvement. Des fois, ce n'est pas physiologique, des fois, c'est juste un problème d'économie de course ou de technique. Et le Moxy, ça peut aider à ça. Je crois que récemment, tu avais publié un truc sur le rameur, sur la technique au rameur. Tu l'avais utilisé pour Ouais. corriger la technique au rameur sur un de tes clients. Ouais, Donc ça, en tu vois, gros, par exemple. il n'utilisait pas du tout ses jambes. Ouais, Et donc, tu lui mettais le Moxy sur le vaste il ne latéral et saturait pas au niveau il de… se passait rien du tout. Ouais. Et du coup, Ouais, deux, trois exos de techniques spécifiques pour utiliser les jambes. Et boum, il arrivait à utiliser ses jambes. Et donc, ça, je pense, c'est, comme tu l'as dit, un outil diagnostique qui peut être bien intéressant sûr. même au Et niveau ça, technique de travail, quoi. bien sûr, et tu peux, grâce au Moxy, essayer de trouver la méthode pour lui qui lui permet de mieux utiliser les jambes. Enfin, la façon de faire Mm. qui, pour lui permet de le mieux utiliser les jambes. Et avec le Moxy, tu peux voir, OK, ben, quel changement sur la façon que tu fais, sur la technique, te permet de désaturer un peu plus au niveau du vaste latéral. Après, je ne sais plus ce que je voulais dire du coup, mais c'est intéressant pour ça. Ensuite, ça peut être utilisé aussi pour l'hypertrophie. Donc, par exemple, à la boxe, j'ai un client qui, à chaque fois, on le chambre parce qu'il a des épaules énormes, il n'a pas de pecs. Et du coup, on le chambre. Et quand j'ai reçu le Moxy, il m'a dit ah, vas-y, mets-moi le Moxy sur les pecs. Je veux voir quel exercice me fait désaturer. Ouais, Et ça peut être utile pour ça. c'est clair. Euh, Clairement, et même au final, le Moxy, moi, au début, quand j'ai commencé à étudier le sujet, je pensais que c'était plus pour l'entraînement physiologique, pour les capacités d'endurance. Mais en final, même en bodybuilding, ça peut être utilisé, ou même en CrossFit, si par exemple, tu as un athlète qui est faible sur de la poussée et tu veux le rendre meilleur, si à un moment donné, au niveau de son recrutement, coordination intermusculaire, il ne recrute pas assez ses pecs sur des strict HSPU ou autre, ben, le Moxy, ça permet de savoir quel exercice lui permettra de recruter un peu plus ses pecs pour qu'il puisse se renforcer, pour qu'on puisse le transférer sur les strict HSPU, etc. Après, le Moxy, pour moi, ça a été toute une aventure parce que j'ai un Mac. Et du coup, j'ai dû télécharger un espèce de logiciel miroir pour pouvoir télécharger Windows 10, pour pouvoir télécharger Péripédale. Ouais, c'était une aventure. J'ai abandonné à mi-chemin et j'ai commencé à utiliser VO2 Master sur mon iPhone. D'accord. Et comme ça, j'ai les données en direct et je peux le Et coupler tu as avec toutes un. les données, tu as le THB, tu as tout. T'as le THB et le SMO2 et tu peux le coupler à un cardiofréquence-mètre. Ouais. Tu peux même le coupler à un oxymètre en Bluetooth. Tu peux le coupler à un power meter aussi. D'accord. Donc ouais, tu peux faire pas mal de trucs et jusqu'à ce ils vont bientôt sortir leur application qui permettra de Ouais. faire tout ça. Mais à l'heure actuelle, c'est la meilleure façon que j'ai trouvé parce que Mm. honnêtement, racheter un ordi ou le truc parallèle, je te dis, j'ai abandonné à mi-chemin et du coup, j'y vais là comme ça et puis après, je prends le CSV et puis si je dois analyser un peu plus loin, je le mets Ouais. sur Google Sheets et puis je fais mon Ouais. propre graphique. C'est clair que c'est une des limitations à l'heure actuelle, mais qui va être réglée dans l'année qui Ouais. vient, quoi. Heureusement. Ouais, heureusement. Tu payes un abonnement sur VO2 Master? Non, non, c'est une appli qui est C'est gratuite gratuit. et qui Ok. est normalement, elle est faite pour donc l'unité de VO2 Master, qui est une unité de VO2 Ouais. portable, Ouais. qui m'intéresse énormément d'ailleurs. Mais à côté de ça, ouais, ça te permet d'avoir jusqu'à 3 Moxie et tous les autres outils que tu voudrais coupler D'accord. avec et d'avoir tes données en temps réel et ensuite qui te sortent le CSV et puis même un petit Mm. graphique que tu peux utiliser assez rapidement s'il te les faut, quoi. D'accord. Ok, bah c'est cool. Ouais, du coup, le Moxy, ça peut être utile pour développer la physiologie de l'athlète, mais aussi pour améliorer son économie de course et de voir plonger un peu dans sa physiologie, quel effet a le mouvement sur sa physiologie, sur sa livraison, son utilisation de l'oxygène, Mm. et ensuite mettre en place une stratégie pour essayer de régler ça. Après aussi, il y a d'autres méthodes qui n'utilisent pas le Moxy pour régler l'économie de course. À mon sens, l'économie de course, c'est quelque chose qui est un peu trop survolé en CrossFit. C'est-à-dire que des fois, tu as des programmations ou des athlètes qui font soit énormément de metcon, c'est-à-dire énormément d'intégrés, des metcon, des metcon, des metcon, ou de l'autre côté, tu as certaines programmations ou athlètes qui font que du dissocié, c'est-à-dire ils vont faire du squat, ensuite ils vont faire des intervalles, ensuite ils vont faire de la gym strict ou de la gym de manière dissociée et pas assez mélanger les deux. Ce qui fait la diff sur, par exemple, pour illustrer ça, hein, aujourd'hui on a eu le 17.1 qui est ressorti pour le 21.2 aux Open. Mm. Si tu prends un triathlète et tu prends un crossfitter des Games, un triathlète de haut niveau et un crossfitter des Games, assumons que le triathlète fasse un peu de muscu et il est de la force. Okay, assumons que le triathlète squatte 150, qu'il ait quand même de la force. Tu leur fais faire le WOD, le crossfitter va gagner. Pourquoi? Physiologiquement, le triathlète, il est aussi développé, voire plus, en termes d'éjection systolique, d'utilisation de l'oxygène,
au niveau du diaphragme, sa ventilation maximale, etc., est peut-être aussi développé ou plus que le crossfitter. Mais le crossfitter, il a une économie de course sur ces mouvements-là, parce que c'est son sport, qui est supérieure. Donc, que ce soit la synchronisation intermusculaire, la capacité pour le système nerveux de régler la tension longueur en fonction du mouvement pour pas. Si pour faire un dumbbell snatch, tu as besoin de 100 watts et qu'à chaque répétition, tu développes 150 watts, évidemment, tu gaspilles énormément d'énergie. Ça, c'est quelque chose d'important, l'économie de course, et que ce soit en crossfit ou que ce soit dans d'autres sports. Hein. Et c'est quelque chose qui est un peu trop survolé, je pense, dans le crossfit, malheureusement. Donc, les méthodes pour développer ça, évidemment, il faut faire du spécifique à des intensités moindres pour pouvoir régler sa technique, sa manière de respirer, du travail de mouvement, augmenter évidemment l'amplitude fonctionnelle des articulations, améliorer la qualité de mouvement de l'athlète, sa synchronisation intermusculaire, etc. Et tout ça, ça prend des années. Et c'est pour ça que la règle des 10 000 heures pour devenir virtuose, elle prend tout son sens dans ces cas-là. Ruben, en tout cas, merci beaucoup pour notre échange aujourd'hui. J'ai vraiment beaucoup apprécié Merci également. ce petit moment. Si les gens veulent en apprendre un peu plus sur toi, sur ce que tu fais, sur ce que tu offres, que ce soit comme service ou comme contenu, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, vous pouvez aller sur excusemyfrenchtraining.com, notre site internet. Vous avez le blog avec des articles où j'écris des articles, Jules aussi, où on partage un petit peu notre philosophie de l'entraînement et nos pensées un petit peu. Évidemment, vous avez une programmation standard Excuse My Plan et vous pouvez aussi prendre, si vous voulez, du coaching à distance. Ensuite, vous pouvez nous regarder sur YouTube, notre chaîne YouTube Excuse My French Training. Vous abonner si vous voulez. Si vous voulez bien. Et puis, évidemment, Instagram, Excuse My French Training. Voilà. Magnifique. Pour tous ceux qui sont intéressés, tous les liens sont dans la description du podcast. Merci encore à tous ceux et celles qui ont écouté ou regardé ce podcast. Et à bientôt à toi. pour le prochain épisode. Allez, ciao, ciao. Ouais, ciao.